Bonjour Linda Kebab. Bonjour. Et bienvenue à la grande interview sur CNews Europe 1. Vous êtes policière et secrétaire nationale du syndicat Unité. Vous êtes aussi l'auteur du livre remarqué intitulé Gardienne de la paix et de la révolte. Je voudrais tout d'abord, Linda Kebab, évoquer avec vous bien sûr les dernières informations au sujet du meurtre de la petite Louise. Ce sont désormais 3 personnes qui sont en garde à vue. On a appris dans la nuit qu'un 3e suspect a été interpellé, mis à part la mère et son fils. La mère, je le rappelle, pour non-dénonciation de crime. On reste toujours prudent à l'heure actuelle. Malgré tout, l'un des suspects de 23 ans, SDF, serait connu des services de police, dit-on, pour de la petite délinquance. Le choc est immense, évidemment, depuis la découverte du corps de la fillette. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire ce matin aux parents de France qui ont peur que leurs enfants rentrent tout simplement de l'école comme lui et qui ont perdu une forme d'insouciance si encore elle existait? Écoutez, je pense que comme l'ensemble de nos compatriotes, on a évidemment une pensée pour les parents et la famille de cette petite Louise, mais également une pensée pour ses camarades de classe et tous ceux aujourd'hui qui restent traumatisés et pour lesquels on espère les collectivités locales, en tout cas autour de la commune, mais également l'État, débloqueront les moyens nécessaires pour les protéger psychologiquement, les assister et permettre à leur famille d'être un petit peu plus serein pour les années à venir, parce que malgré tout, il va falloir garantir à l'ensemble de nos concitoyens que oui, ce fait est dramatique. La vie d'un enfant a été horriblement enlevée. Il faut évidemment se poser la question de comment c'est arrivé. Vous savez que je ne commente jamais les faits, aussi dramatiques soient-ils, mais néanmoins, l'enquête va permettre de comprendre comment on en est arrivé là. Le profil, faire un lien avec le profil de l'auteur, si c'est celui qui est actuellement en place en garde à vue ou un autre. Et en tout cas, aussi, et je pense que c'est important, et c'est peut-être ce qui nous manque dans notre pays, comment on aurait pu l'éviter. Et là où peut-être notre pays pêche, c'est qu'on ne réfléchit jamais à cela. C'est-à-dire que l'on traite les affaires courantes, certains diront des faits divers, et puis on passe à autre chose sans jamais remettre en question notre système. Et peut-être c'est là que le bas blesse, et c'est peut-être là où les parents de ces millions d'enfants qui peuplent notre pays attendent des réponses de la part de l'État. Comment faire en sorte que demain un parent n'aura pas l'inquiétude de savoir que son enfant sera tué horriblement? C'est très important ce que vous dites, apporter des réponses, sinon il y a un risque, je veux dire, on y pense tous et il faut lutter contre ça, c'est de se faire justice soi-même, c'est de s'armer soi-même évidemment pour se protéger et protéger ses proches. Est-ce que la policière que vous êtes en première ligne, Linda Kebab, y pense? Est-ce que c'est un risque? Est-ce que ça peut arriver en France? Et bien sûr que ça peut arriver à tout instant. Vous savez, moi, je pense à mes collègues, ceux qui ont évidemment fait cette découverte dramatique et macabre. On ne sort jamais indemne de cette découverte, et j'en sais quelque chose. On n'oublie jamais ce type d'intervention. Je pense à ceux qui, sur la voie publique, ont découvert. Je pense à ces services d'investigation et à ces policiers enquêteurs qui, aujourd'hui, ont placé en garde à vue 3 personnes et qui... Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'enquête parce qu'il n'est pas question de donner des éléments, mais tout le monde sait, à travers notamment la téléphonie et la vidéosurveillance, vont tenter de détricoter les événements étape par étape jusqu'à confondre les auteurs. Et j'ai une pensée pour ces policiers parce que quand on a, et la multitude de policiers, et j'en fais partie, est déjà intervenu sur un homicide, sur une personne dont la vie a été horriblement et injustement retirée, non seulement on n'en sort pas, mais on a l'intime envie et l'intime conviction que l'on peut faire mieux. Et je vous dis sincèrement, Madame Mabrouk, qu'en tant que policier, on aimerait parfois ne pas avoir à intervenir là et se dire « Oh, comme j'aurais aimé que l'État fasse en sorte que le policier ne soit jamais un acteur de cet événement, alors qu'à chaque fois, à chaque fait divers, qu'il s'agisse par exemple de faits de multiréitération, de faits criminels sur des enfants, de pédocriminalité suivie de meurtres sur des enfants, trop souvent, on apprend que les auteurs étaient déjà connus pour des faits similaires, pour des homicides déjà commis, pour des viols déjà commis, des crimes qui sont prévus par des peines d'emprisonnement extrêmement longues, 10, 20 ans, parfois la perpétuité. Et pourtant, on découvre trop souvent que ces auteurs sont dehors. Et là, vous parlez de ce continuum, de cette terrible série, parce qu'on a connu évidemment le drame de Thomas, il y a ensuite celui d'Elias, et malheureusement, c'est une série qui est trop longue à énumérer. Les politiques affirment à chaque fois, Linda Kebab, qu'ils ne laisseront rien passer. Aujourd'hui, le garde des Sceaux va recevoir les parents d'Elias. Mais que peut-il leur dire? Qu'est-ce qu'un politique, un responsable politique aujourd'hui, face au drame abyssal de parents qui ont perdu un enfant tué, lardé de coups de couteau, peut promettre? Il ne peut absolument rien promettre, on va se dire les choses, parce que, 1, ils n'en ont pas les moyens, et 2, ils ne mettent pas en œuvre ces moyens. Ils sont bloqués, alors déjà,
souvent quand j'entends, je vous avoue que c'est assez effrayant parce que beaucoup de nos concitoyens pensent la même chose, mais quand on entend des politiques, ils seront lourdement sanctionnés, nous ne les laisserons pas s'en sortir. En fait, déjà, il y a l'indépendance de la justice, donc le politique là-dessus n'a absolument pas son mot à dire. La seule chose sur laquelle le politique peut agir, c'est la prévention. Et éviter que les événements arrivent. Et donc, à chaque fois qu'un événement de ce type arrive, la seule chose que le politique devrait dire, c'est « nous avons failli et nous devons travailler à faire en sorte que ça n'arrive plus ». Nous avons failli. Oui, bien sûr. Donc, nous avons faillite collective. Bien sûr, c'est une faillite. Vous savez, quand des faits qui portent atteinte à des enfants dans un pays aussi pacifié, aussi riche, aussi développé que le nôtre arrivent, c'est qu'il y a une faillite collective. Alors oui, l'humain est capable du pire et du sordide, mais comment est-ce que des individus qui sont connus des services de police et de justice parviennent à commettre des faits pareils sans qu'ils n'aient été sérieusement pris en charge, sans que les moyens n'aient été mis en œuvre? Vous savez, j'avais écrit pour le journal Le Parisien, à l'occasion des 80 ans de cette rédaction, un article pour lequel j'avais auditionné un docteur, un professeur des services psychiatriques de la PHP. Et pourquoi j'avais tenu à écrire cet article? Parce que je disais qu'à chaque fois qu'il y a un événement au bout duquel on découvre que le profil de l'auteur fait place à des troubles psychiatriques, eh bien, on est tous émus de découvrir la mort, mais personne ne s'interroge au comment cet individu a pu se retrouver dans la rue et commettre ce fait. Et en fait, c'est, je pense, une question générale. La question de la justice, de la coercition, de la sanction, mais également de la prise en charge psychiatrique. On ne peut pas d'un côté dire à longueur de temps, mais on ne pouvait rien y faire, vous savez, il souffre de troubles psychiatriques, et en même temps fermer des liens en psychiatrie. Ça n'a pas de sens. Et c'est ce qui révolte en grande partie les Français. Et c'est ce qui révolte en grande partie les Français. Ultra-rajeunissement des profils, ultra-violence de ces plus jeunes. C'est ce qui s'est passé notamment lors d'un affrontement de territoire, rappelons les choses comme cela, à Damary-les-Lys. Pendant un match de foot, ce sont des assaillants en fait, qui se sont pris à l'une des équipes. Un jeune de 18 ans était sérieusement, là encore, blessé au couteau. Il y a un ensauvagement de la société, a déclaré le garde des Sceaux. Le droit ne protège plus les Français, dit le ministre de l'Intérieur. Quand même, les mots sont forts, prononcés par des ministres eux-mêmes aux responsabilités. Je le disais, vous les policiers, vous êtes en première ligne. Qu'est-ce qui a changé en quelques années? Linda Kebab, vous êtes secrétaire nationale, vous êtes aussi sur le terrain. Qu'est-ce qui a changé en quelques années pour que tous ces faits de société se multiplient ainsi? Alors la première chose, je tiens juste, je ne commente pas habituellement les paroles politiques, mais là quand on dit que le droit ne protège plus les Français, enfin, le droit, il n'est pas tombé du ciel, il a été rédigé par le législateur. Et quand les politiques font eux-mêmes partie du législateur, je rappelle que le législateur c'est l'Assemblée nationale et le Sénat, donc le Parlement. Et quand ce droit-là a été mal rédigé, il faut aussi être en capacité de reconnaître qu'il y a eu des erreurs. Qu'il y a eu des erreurs de rédaction, de compréhension, de prise en compte des besoins de nos concitoyens. Et donc oui, si le droit ne protège pas, dans ces cas-là, il faut le changer. Ça, c'est la première chose. On ne peut pas se contenter de faire un diagnostic sans proposer stratégie derrière. Ça n'a pas de sens. La deuxième chose, je vous en ai parlé depuis de nombreuses années, Madame Mabrouk, sur votre plateau. Parfois, j'ai été ciblée notamment par l'extrême gauche qui estimait que j'avais un discours trop réac. Et pourtant, notre pays connaît depuis 1972 un développement assez néfaste de la violence, des atteintes aux personnes et également des tentatives d'homicide et des homicides. En 2022, notre pays, depuis 50 ans, a passé les 4000 tentatives d'homicide et les 1000 homicides sur une année. Et quand je dis 1000 homicides et 4000 tentatives, estimons que sur ces 4000, la plupart des vies ont été sauvées par le fait du développement de la médecine et seulement pour cette raison-là. Et malgré tout, aujourd'hui, les atteintes aux personnes sont très peu sanctionnées. Quelles que soient les personnes. Vous savez, il y a quelques semaines, il y a un événement qui a révolté, où on a vu une vidéo d'un jeune homme en scooter qui a foncé délibérément sur un policier. Ce jeune homme, il a écopé d'une peine de 150 €. C'est-à-dire l'amende dont vous écopez, si vous venez à l'idée de pêcher une truite dans la rivière d'une personne, d'un domaine privé. C'est-à-dire que la vie d'un policier vaut 150 balles. C'est la même chose il y a un an ou deux, lorsque à Nantes, un jeune qui avait volé une voiture et qui avait percuté un policier et a manqué de le tuer, policier qui aujourd'hui souffre d'une infirmité permanente, a écopé de quelques heures de travaux d'intérêt général. En réalité, c'est une question de réponse pénale, c'est une question de politique pénale, de moyens judiciaires et de réponse de la justice. Donc, en fait, ce n'est pas le droit qui ne protège pas les Français, parce que le droit se change. C'est ceux qui font le droit. Alors, c'est le courage. Le droit, et c'est le système qui le fait appliquer et les moyens qu'on lui donne. C'est très intéressant. Linda Kebab, on poursuit notre entretien sur CNews Europe 1. C'est le courage de changer les choses. Une proposition de loi sur la justice des mineurs arrive demain à l'Assemblée. Selon notre sondage CSA pour CNews Europe 1, le JDD, une majorité de Français d'abord souhaitent une refondation de la justice des mineurs. Et à la question, comment faut-il punir les mineurs coupables de crimes graves? Eh bien, une majorité, vous allez le voir sur le sondage qui va s'afficher, une nette majorité veulent que ces mineurs soient jugés comme des adultes.
Est-ce que vous le dites également? Moi, j'entends tout à fait cette réponse. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, notre pays, qui n'a pas connu la guerre depuis des décennies, qui a, même s'il est toujours perfectible, évidemment, et a une politique plutôt avancée en matière sociale, d'éducation et en tout cas d'accompagnement des mineurs, avec cette promesse républicaine, même si elle est toujours critiquable, évidemment, mais en tout cas qui permet à des enfants de pouvoir accéder librement à l'école. Et bien, malgré cela, on a aujourd'hui des mineurs qui commettent des crimes d'adultes. Non pas pour des raisons vivrières, nous ne sommes plus à l'époque des misérables, mais parfois gratuitement, pour des raisons futiles. Il y a la question des mineurs, mais il y a aussi la question de l'environnement du mineur. Ce qui revient souvent dans le débat, mais qui en réalité n'est jamais traité parce que c'est un sujet qui est polémique et qui éveille les passions, c'est la question de la parentalité. On va se dire les choses, Madame Mabrouk, ce sont des jeunes hommes qui s'entretuent. Je ne vais pas du tout être politiquement correcte, mais en fait, on a des schémas familiaux qui accordent une éducation très stricte aux filles, des filles qui d'ailleurs souvent s'en sortent très bien du fait de cette éducation stricte, mais qui positionnent leur enfant comme un enfant roi, au point même qu'il n'a plus aucune limite. Et donc du coup, la sanction des mineurs et la sanction des parents. J'en parle, ça crée polémique, le politique en parle, ça crée polémique, ça fait des passions, des débats, et à la fin, on n'a plus rien. Mais les Français attendent des réponses, et je vous remercie pour cette lucidité, cette sincérité, et c'est ce que vous voyez sur le terrain. Mais ça veut dire aujourd'hui, très concrètement, Linda Kebab, on place un mineur en contrôle judiciaire, puis après on le laisse dans la nature. Absolument, avec cette politique de la césure qui a été mise en œuvre par M. Dupond-Moretti. C'est-à-dire, on reconnaît la culpabilité d'un mineur, on lui dit tu es coupable du fait que tu as commis, on revient dans un an, on verra ce que tu seras devenu. Et potentiellement, on te sanctionnera. Ça n'a absolument aucun sens. Et aujourd'hui, on a une multitude de mineurs qui profitent de cette politique qui a été, je rappelle, poussée, mise en œuvre sous l'insufflation du syndicat de la magistrature pour pousser en fait à l'impunité des mineurs. Or, moi, j'en appelle à tout l'inverse, un choc de l'autorité de justice, c'est-à-dire notamment mettre fin au parcours délinquant avec des très très courtes peines qui ne désociabilisent pas sur le temps des congés scolaires, encore une fois. Tant de personnes le demandent, des magistrats, Béatrice Brugère et d'autres. C'est ça, et au-delà de ça, au-delà de la demande, c'est une réflexion qui est poussée après des enquêtes, des auditions, des comparaisons, puisqu'on parle souvent d'autres pays européens pour comparer les méthodes de police et de justice entre nous. Eh bien, moi, je vous dis qu'il y a des pays européens qui ont mis cela en œuvre et ça fonctionne. Sauf que dès que vous en parlez avec le politique, il balaie d'une main. Et quel que soit la famille politique. Linda Kebab, c'est le lien entre souvent ces mineurs isolés et l'immigration, un lien qui ne peut pas être reconnu par une partie de la classe politique. Et au sujet de l'immigration, justement, et en particulier l'immigration des Comores vers Mayotte, qualifiée de submersion migratoire par le Premier ministre, vous avez mis en lumière, en vous rendant sur place, un trafic à la nationalité française mené depuis les Comores. Votre vidéo a été largement commentée, elle est édifiante, avec en bout de chaîne des millions d'euros de fraude aux prestations sociales à Mayotte. C'est un détournement du droit du sang, mais comment c'est possible avec des documents officiels ? Eh bien, en fait, je fais très bref pour que les auditeurs, les téléspectateurs nous comprennent. C'est en fait des Comoriens qui, je pense, et en tout cas je m'avance avec la complicité de l'état civil, d'agents de l'état civil aux Comores, vont changer le nom de la mère et donc mettre le nom d'une Mahoraise à son insu, elle n'est pas au courant. Et donc, fort de cette filiation de la part d'une Française, eh bien, prétendre au droit du sang. Et donc, par le droit du sang, eh bien, obtiennent la nationalité française, des papiers d'identité français et donc des prestations sociales. Et cela sans aucun contrôle. En réalité, au bout du bout, c'est qu'on va donner du crédit à des documents qui sont issus des Comores, alors même, et ce n'est pas une première, hein, vous savez, ça a déjà eu lieu en métropole, il y a déjà eu un réseau qui avait été démantelé il y a quelques années, avec l'incapacité, vous savez, cette fameuse diplomatie coercitive de la part de la France, que je critique souvent, qui est incapable de dire aux Comores que les documents issus de ce pays, ne devraient plus être reconnus comme étant authentiques jusqu'à preuve du contraire. Parce qu'aujourd'hui, on a un vrai trafic à la nationalité française qui vient pourrir, je n'ai pas d'autre terme, cet archipel de Mayotte, mais également au-delà de ça, puisque cette affaire a été découverte par des policiers à La Réunion avec des Comoriens devenus français et qui se sont installés à la Réunion. Je rappelle que la Réunion, qui est cette île paradisiaque que tout le monde envie, qui est en train de sombrer aujourd'hui avec l'insouciance et l'indifférence de la classe politique. Et aujourd'hui, à La Réunion, les problèmes mahorais sont en train de se déplacer à La Réunion. Et donc, c'est là-bas que les policiers ont découvert le poteau rose, mettant en œuvre plus d'1 million de préjudices sur un petit réseau, juste avec une fausse fratrie de plusieurs dizaines d'individus. Linda Kebab, votre mise en lumière de cette affaire, de ce réseau, illustre aussi notre incapacité à tordre le bras aux Comores et aussi à d'autres pays. Je voudrais vous faire réagir, parce que c'est le cas notamment avec l'inquiétude des habitants de Lure en Haute-Saône, qui cohabitent avec le frère d'un terroriste islamiste du Bataclan, qui est lui-même un ancien combattant de Daesh.
inexpulsable. Inexpulsable, car ni l'Algérie ni le Maroc, dont sont originaires ses parents, eh bien, n'ont délivré de laissez-passer. Qu'est-ce qu'on dit à ces habitants cet individu est assigné à résidence à côté de leur maison? Assigné à résidence jusqu'à quand? Et on sait très bien que ça ne durera pas ad vitam. On n'a aucun moyen de garantir que jamais il entrera en contact avec de nouvelles filières djihadistes. Et donc, du coup, on ne peut pas, et encore, on en revient à ce qu'on disait en début de propos, l'incapacité de la France d'assurer à ses citoyens, en tout cas de l'État français et de ceux qui gouvernent notre pays, l'incapacité à pouvoir apporter une sécurité. C'est la question de la diplomatie coercitive, encore une fois. Est-ce que finalement la déchéance de nationalité ne devrait pas être de facto appliquée dès lors? Et d'ailleurs, elle est régulièrement mise en œuvre, vous savez, notamment sur les affaires de terrorisme. Pour ma part, je plaide qu'elle soit aussi mise en œuvre pour les affaires de droit commun, à partir du moment où elles viennent altérer notre équilibre de société. Et puis, estimer, comme d'autres pays le font, mais sauf que nous sommes un petit peu pris en laisse, surtout par l'Union européenne et par les règles européennes, eh bien, à assumer l'idée que nous puissions expulser une personne sans tenir compte si oui ou non elle est acceptée par d'autres pays. Ça ne devrait pas être notre problème. Et malheureusement, nous ne sommes pas en capacité d'avoir une diplomatie coercitive. Ça ne devrait pas être notre problème. Merci Linda Kebab. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Gardienne de la paix et de la révolte, que vous tentez de canaliser courageusement sur le terrain également. Merci à vous. Bonne journée, à bientôt.